Toutes les familles ont des secrets, plus ou moins lourds. Même dans l'ordinaire d'un dossier, l'extraordinaire peut surgir n'importe où. Fille de Georgette Edmonde, incroyable. Elle avait bien une fille. Mon métier consiste à retrouver la famille d'une personne qui est décédée. Non mais on peut pas faire un pas devant l'autre en fait. On n'est pas là uniquement pour transmettre des biens, on contribue à une réparation. J'y crois même pas, je réalise même pas. C'est énorme pour moi. Je vous remercie. En fait, on peut véritablement changer la vie des gens. On est sur un actif de succession aux alentours d'1 million. On est des familles ouvrières, je dirais. D'un seul coup, savoir qu'il y a autant d'argent. On mélange la petite histoire avec la grande histoire. Nelly a été arrêtée par les SS à Athènes et déportée à Bergen-Belsen. Ça donne la chair de poule. C'est terrible comme histoire. Et quelle branche de la famille est ici? C'est le roi Lang. Je ressens une inquiétude parce que quand même on s'approche de la frontière de pays qui sont en guerre. C'est un véritable coup de tonnerre dans le dossier. Qui est sur la photo là? C'est votre demi-sœur, Jocelyne. J'ai une sœur? Comment est-ce que je pourrais vous remercier? C'est un peu ça qui est fou avec le métier de généalogiste, c'est d'avoir des histoires aussi extraordinaires. Elle s'aventurier de l'extrême. Il fait extrêmement froid. Il y a des dossiers qui marquent plus que d'autres. Celui-là, oui, je m'en souviendrai probablement toute ma vie. Ce qui fait tout le charme du métier, c'est que on ne peut absolument jamais savoir où il va nous mener. Dans le sud de la France, à la Seine-sur-Mer, Georgette va enfin vivre le moment qu'elle attend depuis 82 ans. Dans l'épisode précédent, les généalogistes lui ont révélé qu'elle héritait de sa cousine Arlette, qui laissait 1 million d'euros. Mais cet héritage a réveillé des souvenirs douloureux. Elle a été cachée pendant 3 ans dans un grenier. La famille de sa cousine Arlette se serait approprié tous les biens des parents de Georgette, morts dans les camps. Ta famille, t'as rien laissé. Ils ont tout pris pour tout. Voilà. Pour Georgette, sourde et muette de naissance, cet héritage qu'elle doit partager avec 4 autres cousins américains a donc un goût amer. Touchés par son histoire, ses cohéritiers américains ont accepté que Georgette récupère les bijoux de sa maman. Ce matin, Anne va les lui remettre en main propre. Bonjour Catherine. Ça va entrer? Merci. Bonjour Georgette. Vous allez bien? Ça va? Je viens vous ramener vos bijoux. On a pu les récupérer. Pas ça, quand ça fait tout ça. Mais un monsieur. Elle est pleine d'émotions. Elle peut pas croire qu'elle... Elle pensait qu'elle avait tout perdu. Elle est trop contente de les recevoir. Beaucoup d'émotions. C'est très fort. Ça fait juste plaisir, finalement. Ça, c'est le beau bracelet de Huguette dont vous nous aviez parlé. Voilà, tout ça, Georgette, tout ça, c'est à vous maintenant. De manière officielle. Mais c'est bien que laisse. Vous êtes jolie, hein? C'est maman. Maman. C'est maman. Sincèrement, je suis très contente qu'elle ait pu les récupérer. Ça me fait du bien pour elle. Donc je suis... Comme maman touche à la peau. C'est comme si sa maman lui touchait la peau, en fait, quand elle a son bijou. Papa, maman aussi, faire ma petite société marrante. C'est la plus
Tu me fais pleurer, ça aussi. Enfin, ça me touche, c'est simplement ce qu'elle a dit qui me touche. Qu'elle parle encore à ses parents et qu'elle sait qu'ils sont de là où ils sont, c'est ce qu'ils auraient aimé voir. En plus de la moitié de l'héritage de sa cousine, Georgette pourra conserver ses bijoux de sa maman, dont elle a été privée toute sa vie. Mais j'ai des boucles d'oreilles. T'as parlé, hein, tu vas pas faire peur. Voilà, comme ça. Oh, frère, maman. Fais-moi coucher à côté de toi. Mais c'est beaucoup. Il y a des dossiers qui marquent plus que d'autres. Celui-là, oui, je m'en souviendrai probablement toute ma vie. On se sent heureux de faire ce métier dans ces moments-là. À Paris, au siège de l'étude ADD, un dossier étonnant préoccupe Marine et David. Ils sont chargés de retrouver les héritiers de Phan, né au Vietnam en 1943. Le défunt, Phan, était pharmacien en région parisienne. Il était en couple, non marié et a priori pas d'enfant. Donc il faut retrouver ses héritiers. Je m'appelle Marine Borde, je suis généalogiste successorale depuis 6 ans. Je pense que c'est un métier qui me va bien parce que je sais être persévérante, parce que j'aime gérer l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer et quels sont les sujets aussi que nous allons rencontrer. Chaque histoire de famille me touche forcément d'une façon ou d'une autre. J'ai enfin trouvé des éléments en fait, qui vont pouvoir nous permettre d'avancer. Donc, tu sais que comme Phan n'avait pas d'enfants, pas de frères et sœurs, on doit chercher du côté des cousins ou des oncles et tantes. Donc j'ai cherché du côté des parents de Phan. Le père, on n'en parle plus après 1946, il est porté disparu. Et on va se reporter plutôt du côté de la mère de Phan. Voilà, c'est ça. On va travailler uniquement du côté de la mère de Phan. Et donc ce que j'ai découvert, c'est que la mère de Phan, qu'on connaît sous le nom de Chantal, et en fait son nom vietnamien était Kontang Tunu Tang Dan. Voilà. Les éléments que l'on trouve dans ce dossier nous apprennent que la mère de Phan n'a pas eu une vie facile. Elle a fui le Vietnam au moment de la guerre d'Indochine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a la guerre d'Indochine qui débute et qui se poursuivra par la guerre du Vietnam. Donc c'est vraiment une partie du monde qui va être une terre de conflit pendant des décennies. On a tous en tête les images de la guerre du Vietnam qui a duré plus de 30 ans et ces images sont terrifiantes. Donc Chantal, elle a quitté le nord de Vietnam, elle a tout traversé à pied avec Phan qui était tout petit. Le texte précise qu'elle a traversé des rivières remplies de cadavres avant d'être recueillie dans un centre de réfugiés en Thaïlande. Elle est repartie aux États-Unis avant d'arriver en France, qui sera sa destination au final, où elle fera sa vie, puis elle se fera naturaliser. Et j'ai pu lui trouver 4 frères et sœurs. Ce sont des héritiers, évidemment, s'ils sont en vie, et s'ils sont décédés, on va devoir retrouver leurs propres enfants, qui seront les héritiers de Phan. Je me pose la question de savoir s'ils ont fui à leur tour ou s'ils sont restés au Vietnam. Je réalise tout de suite que nos recherches vont être très compliquées. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Phan laisse derrière lui un patrimoine d'environ 400 000 €. Marine et David doivent maintenant retrouver ses héritiers, les frères et sœurs de Chantal, ou leurs enfants. Mais ils sont encore loin d'imaginer dans quelle aventure incroyable ils vont s'embarquer. Il arrive parfois que les généalogistes ne soient pas seulement en quête d'héritiers, comme dans ce nouveau dossier d'Éléonore et Antoine. Depuis plusieurs années,
ces deux généalogistes travaillent sur des affaires de spoliation d'œuvres d'art qui ont eu lieu pendant l'occupation nazie. Les dossiers de spoliation sur lesquels nous travaillons sont des dossiers particulièrement compliqués. Lorsqu'on commence à travailler dessus, on ne sait pas si on va travailler 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois, 10 ans. Mais ce sont aussi des dossiers qui donnent tellement de sens à notre travail. Ça permet de travailler sur le devoir de mémoire. C'est très important à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, mais ce devoir de mémoire, il est aussi très important pour les héritiers, de pouvoir les aider un peu à rendre justice, à honorer une histoire familiale. Pour moi, ça, c'est très important. Je m'appelle Éléonore Delabre, je suis chercheuse de provenance et mon métier, c'est donc d'aider les familles juives qui ont été spoliées durant la Seconde Guerre mondiale à retrouver les biens qui leur ont été spoliés. On a rendez-vous chez May, qui serait donc l'ayant droit d'une famille qui a été spoliée durant la Seconde Guerre mondiale. On va la rencontrer pour comprendre ce qu'a vécu la famille pendant la guerre. C'est très important pour permettre de faire avancer le dossier. En 1940, la France capitule face à l'Allemagne. C'est dans l'honneur que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Pendant toute l'occupation, les biens appartenant aux Juifs sont automatiquement confisqués. Des milliers d'œuvres d'art sont spoliées par les nazis. Bonjour, comment allez-vous? C'est bien. Rentrez, rentrez. Merci. C'est ce qui est arrivé à la famille de May. Voilà, c'est mon grand-père, Marcel Monteux, avec ma grand-mère Simone. Parce que lui, c'était le grand collectionneur. Son père et lui, c'était des grands collectionneurs. Je l'ai dans le couloir aussi. Je vais vous montrer. Ah ouais. On le voit là, en train de lire le journal, peint par Cole. J'ai des souvenirs de lui au début de la guerre, avec ma petite sœur sur ses genoux. Après, je l'ai perdu de vue parce que j'étais pas au même endroit que lui sous l'occupation. Donc, j'étais au fin fond de la campagne limousine. Et le pauvre qui est mort déporté. Affreuse histoire. Au début de la guerre, en 1939, la famille Monteux place tous ses biens, donc à la fois des meubles, mais aussi sa collection d'œuvres d'art dans un garde-meubles, avant de partir se réfugier un peu plus dans le sud de la France. Mais malheureusement, une milice allemande a ouvert le garde-meubles en 1942 et s'est emparée de l'entièreté du contenu, donc la collection de Marcel Monteux. Et qu'en 1944, il est d'abord déporté à Drancy, puis ensuite à Auschwitz, où il meurt dans un des derniers convois d'Auschwitz. Et on comprend que voilà, pour la famille, il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à ce moment-là. La libération, c'est ma grand-mère Simone, qui s'était acharnée à la mort de son mari, à la restitution des œuvres disparues. Comme j'étais très proche d'elle, j'ai pris la succession. Et j'espère que quelque part, il entend ce qui se passe. C'est assez rare, en fait, dans nos dossiers de spoliation, de rencontrer des gens qui ont une mémoire. Et la particularité de May, c'est qu'elle a une mémoire familiale qu'elle peut nous transmettre et sur laquelle on peut s'appuyer pour étoffer notre dossier. Alors voilà, Éléonore, c'est la liste qu'a fait ma grand-mère. De toutes les œuvres De toutes les œuvres dont elle a demandé oui. dont elle a demandé la restitution. Et ma grand-mère s'entêtait toute seule dans son coin. Elle s'est battue toute sa vie sans résultat. C'est incroyable d'avoir cette liste encore. Ouais, c'est assez précis, c'était très dur pour elle de se souvenir des dimensions. Ouais, c'est normal. Et donc on a 3 pages comme ça de listes et qui parlent donc d'œuvres de Bonbois, d'œuvres de Derain. On a des indications, on a des dimensions, donc on peut peut-être s'appuyer dessus. On sait si c'est des grandes toiles, des petites toiles. En même temps, ça reste assez vague, parce que paysage de Bonbois, voilà, il faudra plus d'indices. Cette liste, écrite par la grand-mère de May il y a 80 ans, est leur seul espoir de retrouver les tableaux de Marcel. Les œuvres peuvent être partout dans le monde.
Un travail de fourmi dans lequel Antoine et Éléonore pourraient bien faire des découvertes surprenantes. À Strasbourg, une nouvelle enquête est sur le point de commencer. On est contacté par un notaire qui souhaite nous confier une nouvelle recherche. On ne sait jamais en fait quel est le sujet. On sait qu'il y a un défunt qu'il va falloir certainement retrouver ses héritiers, mais on n'en sait pas plus. Pour nous, c'est vraiment partir d'une feuille blanche. Je m'appelle Jérôme Carlier, je suis généalogiste successoral depuis 10 ans maintenant. Et mon travail, c'est de retrouver des héritiers pour leur transmettre un patrimoine. Ce que je préfère dans ce métier, c'est que c'est tous les jours différent. Aucun dossier ne se ressemble, et pour le coup, c'est hyper passionnant. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour. On va s'installer dans mon bureau. Très bien. Avec Julien, ils ont l'habitude des dossiers complexes. Ils travaillent ensemble depuis près de 10 ans et couvrent toute la région. J'ai reçu un dossier d'une association tutélaire qui est à Mulhouse pour une dame qui se prénomme Marie-Rose. D'accord. J'avais ça dans le dossier qui était agrafé, oui, la photo. C'est Voilà. vrai que c'est assez original ça d'avoir une photo dans C'est le rare. dossier au début. Ouais. Effectivement. Et elle était mariée? Ouais, t'es célibataire. Célibataire en fait. Par contre, le décès date un petit peu. Enfin un petit peu beaucoup même, puisqu'elle est décédée le 10 octobre 2015. D'accord. Et je n'ai été contactée par personne. Ok. Donc la particularité de ce dossier, c'est que le décès est assez ancien. Là, quand on a quelqu'un qui est décédé depuis plus de 7 ans, c'est plus difficile de recueillir des témoignages de personnes qui ont pu la connaître. Par rapport à son domicile, est-ce que vous savez s'il a été vidé? À ma connaissance, il y a un inventaire qui avait été fait et ensuite le bail a été résilié. Donc il a été débarrassé. Oui. Ce qui nous aide pas plus. On a très peu d'éléments. Marie-Rose était une femme célibataire, seule, en tout cas pas de famille proche. Et donc ça va être maintenant à nous de réécrire l'histoire de son existence. Marie-Rose laisse derrière elle 25 000 € de liquidité. Première étape, tenter de retrouver ses parents. Les généalogistes espèrent avoir une piste aux archives départementales de Strasbourg. On s'attend, au vu des circonstances en fait de ce dossier, à retrouver de la famille éloignée, certainement des cousins et des cousines. Bonjour. J'aurais besoin de consulter des codes du fichier domiciliaire, s'il vous plaît. Tout à fait. De 433 à 436, s'il vous plaît. Dans l'Est de la France, on a la chance d'avoir une source qui est un peu particulière, qui s'appelle le fichier domiciliaire. Merci beaucoup. On cherche la fiche de Roger et Lucie. C'est extrêmement précieux comme archive. C'est vraiment un outil essentiel dans la recherche généalogique. Tiens, j'ai quelque chose, regarde. Rue de Roger. Vérifie la date de naissance. Le 17 juillet 29. Ah bah c'est bien le père. Alors, mais il a énormément d'enfants. Et là on retrouve Marie-Rose. Ils sont tous là. Ils sont 10 enfants. Et aucun n'a pris contact avec le notaire. C'est incroyable. Je vais noter les informations. Alors, Jean-Claude, Christian, Corinne. Finalement, en fait, Marie-Rose avait plusieurs frères et sœurs et tous assez rapprochés. Donc, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ok, donc là, on est sur 9 frères et sœurs à retrouver. Pourquoi il n'y a pas eu de contact, au moins avec l'un d'entre eux? C'est quand même assez surprenant quand il y en a 10. Il y a un peu de travail. Il y a un petit peu de travail devant nous, là, ouais. Si ces 9 frères et sœurs sont vivants, ils se partageront l'héritage de Marie-Rose. Mais Julien et Jérôme ne se doutent pas que la défunte avait emporté avec elle un lourd secret. La quête des généalogistes peut durer des années. Et les héritiers ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
Marine et David continuent leur enquête sur les traces de Phan, née au Vietnam en 1943. Ils ont identifié un seul héritier qui vit dans le sud de la France. Ça doit être là. Un cousin germain de Phan qui connaît peut-être aussi d'autres membres de la famille. Bonjour. Bonjour. Venez, entrez. Bon, merci beaucoup de nous accueillir. Ce cousin est la seule porte ouverte sur le reste de l'enquête. Alors, j'ai ressorti ce que mon père a écrit comme livre. Il a écrit quelques livres sur la généalogie de la famille, en fait. Il a carrément écrit des livres sur la généalogie de la famille. Bon, ça va être parfait pour nous. Je ne sais pas si je serai aussi bon que lui. On comprend tout de suite que l'histoire de sa famille n'est absolument pas banale. Alors, je vais vous montrer. Je sais plus si c'est ce document-là où j'avais mis de côté. Voilà. Ça, vous êtes ici. Voilà, ça c'est mon père. D'accord. Donc son arrière-grand-père, Thuy Li Wu, était le frère de l'empereur. Voilà. Attendez, donc là vous êtes en train de me dire que toute votre famille descend de la famille impériale. Oui, c'est ça. Je suis sans voix. Mon défunt, Monsieur Phan, est un descendant direct de la famille impériale vietnamienne et en particulier un descendant du deuxième empereur, Minh Mang. Si on reprend tout, on a la mère de notre défunt qui s'appelle Chantal. Le père de Chantal s'appelle Ong Ton. Le père de Ong Ton s'appelait Thuy Li Vun. Et qu'il était le petit-fils de l'empereur Minh Mang. Donc ça veut dire que le défunt est l'arrière-petit-fils de Minh Mang, deuxième empereur du Vietnam. Le dossier prend une toute autre dimension parce qu'on est en plein cœur de l'histoire même du Vietnam. Avec Marine, on est très étonnés. Mais par contre, on n'est pas au bout de nos surprises. Ong Tom, c'est mon grand-père. Il a fait construire une maison, d'ailleurs, on voit sur cette photo-là. Là, ça, c'est la maison de mon grand-père au Vietnam. Donc ça, c'est mon grand-père. Sur cette photo, là, c'est mon grand-père. Et c'est 6 femmes, en fait. La famille royale, c'est la seule famille qui peut avoir plusieurs... les hommes peuvent avoir plusieurs femmes. Attendez, je ne suis pas sûr de comprendre. Donc, chaque flèche est une femme? Oui, tout à fait. Il y a une femme qui a eu 11 enfants. Mais ce qui me fait peur, c'est que vous êtes en train de me dire... Oui, donc que là, par exemple, nous avons, issus de cette union, nous avons 3 enfants. Oui. Donc, de cette autre union, un autre enfant. De cette autre union, un autre enfant. De cette 4e union, 11 enfants. On va recalculer, mais j'ai un peu peur. Donc ça fait 5 et 6, 11, 11 et 4, 15, 15, 18, 20... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Oui, il y a 31. Il y a bien 31. Et toutes les photos sont là. Oh mon Dieu, oui, d'accord. C'est ça. Le père de Chantal avait eu 6 épouses. Chantal avait eu 30 frères et sœurs. Au départ, on pensait retrouver 4-5 frères et sœurs de Chantal, et finalement, nous avons 31 potentiels héritiers. C'est assez rare pour un généalogiste de tomber sur des fratries de 31 personnes. Ça vous fait travailler un peu plus, non? Beaucoup plus. Il nous faut enquêter en fait sur la famille impériale vietnamienne. Mais devant la multitude d'enfants et de descendants des empereurs, la tâche n'est pas facile. On se dit qu'avec David, on ne va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on parte au Vietnam pour retrouver leurs traces. Dans quelques semaines, Marine et David s'envoleront donc pour le pays du dragon, sur les traces de la famille impériale. Et ils vont faire de surprenantes découvertes. À Paris, les généalogistes travaillent sur un dossier hors du commun. La collection de tableaux de Marcel Monteux, spoliés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on travaille sur un dossier de spoliation,
et que le dernier propriétaire, le défunt, est décédé à Auschwitz, évidemment, dans toutes nos recherches, il est là, il nous accompagne, mais je dirais aussi à continuer à travailler et à affronter les difficultés de la recherche. Tous leurs espoirs de retrouver ces tableaux reposent sur la liste qu'avait écrite la femme de Marcel, Simone, juste après la guerre. Pendant des années, elle s'est battue pour les récupérer. Antoine et Éléonore espèrent retrouver des traces de son combat aux archives diplomatiques de la Courneuve, où sont stockées toutes les demandes des familles juives spoliées pendant la guerre. Ça, c'est la liste. Au vu de la ténacité de Simone Monteux à essayer de récupérer ce qui lui avait été spolié, c'est évident pour nous qu'elle a déposé un dossier après-guerre. 14... Monteux. Génial. Il est pas très gros, le dossier. Dans ces éléments d'archives, il peut y avoir des éléments de preuve, c'est ce que nous allons vérifier, qui nous permettent de reconstituer le puzzle de l'histoire des tableaux. Donc voilà. Ah, excellent. Je sous-signais A. Garin, directeur de la Société parisienne de déménagement, déclare que nous avons eu en dépôt dans nos garde-meubles 20 rue de Sexe à Paris, à la date du 15 septembre 1939, un mobilier appartenant à monsieur et madame Jean-Paul Monteux. Et qu'en juin 42, tout a été saisi. Donc on voit que c'est des maisons françaises de transport, oui, qui ont, sous ordre allemand, volé les objets qui étaient dans le garde-meuble. Et là, on a l'inventaire. Ça change tout. On peut comparer avec la liste de May. Paysage forestier, bord de rivière reflété dans l'eau. Ce document, il est très important parce que là, la spoliation, il n'y a pas de question. C'est avéré. Et il y avait 41 tableaux dans l'inventaire du garde-meuble. Des photos de l'appartement. Waouh. C'est hallucinant, ça. Ils ne se sont pas contentés de prendre uniquement les œuvres de valeur, mais de tout prendre. On retrouve les fauteuils, on retrouve les bustes, les vases, les tableaux, les tapis, les rideaux. Donc on voit que c'est vraiment tous leurs biens qu'ils ont essayé de protéger, mais qu'ils n'ont pas réussi à le faire parce que les Allemands étaient partout. Ils étaient sur tous les fronts pour s'emparer des biens juifs. C'est un négatif. Ah! C'est un bon bois. Ça pourrait correspondre avec un des bons bois qui est mentionné dans la liste. Paysage forestier, bord de rivière. Ce tableau du peintre Camille Bonbois est aujourd'hui estimé entre 10 000 et 15 000 euros. De l'un des tableaux de Monsieur Monteux, Paysage de rivière avec bateau et pêcheurs, numéro 6209, semble assez proche du tableau précité du Central Art Collecting Point. En fait, dès 51, on a une trace du tableau. Ce bon bois-là, il a été localisé après la guerre. Il est passé par le Collecting Point de Munich. Le Central Collecting Point de Munich, c'est donc, après la guerre, l'endroit où tous les tableaux retrouvés, considérés comme spoliés, ont été réunis en attente d'être dispersés dans les pays dans lesquels on estimait qu'ils étaient originaires. Malheureusement, les dimensions 64 x 45 ne correspondent pas. En outre, le tableau est horizontal et non vertical. A priori, il n'a pas été restitué. Peut-être à cause de ce problème de dimension. Simone, elle, en était persuadée. Ce tableau était dans le garde-meuble et leur a été volé par les nazis. Éléonore et Antoine ont donc maintenant un objectif, reprendre l'enquête à zéro et prouver que ce tableau appartenait bien à Marcel Monteux. Mais au cours de leurs recherches, il pourrait bien avoir d'autres surprises. On peut se garer là. À Strasbourg, dans le dossier de Marie-Rose, Julien et Jérôme ont finalement retrouvé 9 frères et sœurs. Ce matin, ils ont rendez-vous avec l'une d'entre eux. Et là, on va rencontrer sa sœur, Corinne. Qui est en 62. Exactement. C'est la première héritière qu'on arrive à retrouver. On se pose des questions avec Julien. Pourquoi en fait Marie-Rose était finalement seule? Pourquoi personne ne s'est occupé en fait de régler sa succession dans la mesure où elle laissait en fait des frères et sœurs? En général, le lien n'est pas rompu. En tout cas, pas avec autant de frères et sœurs. Je pense que c'est ici. Donc là, on risque encore de découvrir d'autres choses surprenantes.
Bonjour. Bonjour madame. Jérôme Carlier, Bonjour. génélogiste. Entrez. Merci. On s'installe ici? Oui, oui. Parce que nous sommes en fait chargés de retrouver les héritiers de votre sœur Marie-Rose, qui est décédée en 2015. Vous ne le saviez pas du tout Non, en fait? pas du tout. On ne nous a pas prévenus. D'accord. Vous étiez en contact, pas trop du coup, avec elle? Les derniers temps, non, on n'était plus trop en contact. Ça a été un choc. Hein. On a vu que vous étiez une grande famille. Hein? Oui. Ah, on a été dans des foyers. Hein. C'est dommage, hein, mais... En échangeant avec Corinne, on se rend compte que leur enfance n'a pas été facile. Elle nous raconte qu'effectivement, avec 10 enfants, ses parents ont eu des difficultés pour élever toute la famille. Ce qui explique aussi pourquoi, en fait, Marie-Rose, finalement, était toute seule. Donc là, ça, c'est Marie-Rose. D'accord. J'en ai pas tellement, hein, c'est... Mais Corinne, de loin en loin, elle avait des contacts avec Marie-Rose et donc elle a commencé à nous parler un petit peu de sa sœur, de notre défunte. Quand une fois elle est rentrée de la maison, le papa à Christine, elle l'a vu... Attendez, juste, excusez-moi de vous interrompre, j'ai pas très bien compris. Vous nous dites que du coup, le concubin, elle l'a... Et vous avez dit le père de Christine, mais ça veut dire que votre sœur, elle aurait eu des enfants? Oui, c'est ça. Parce que nous, on n'avait pas l'information. Oui, elle avait une fille, oui. Comment vous l'avez appris? C'est ma sœur qui m'a dit qu'elle avait une fille qui s'appelait Christine et qu'elle ne la voyait pas, que c'était les beaux-parents qui l'élevaient. Mais ça, elle vous l'a dit bien après, alors j'imagine. Oui, après, oui. Le dossier prend un virage à 180 degrés. On n'est plus sur une recherche de frères et de sœurs comme on s'y attendait, mais sur l'existence d'une fille qu'elle aurait eue hors mariage. Vous savez pas quel est son nom de famille, du coup, à Christine, elle porte pas le nom de... Je pense pas qu'elle porte le nom de ma sœur, je ne pense pas. Hein. En espérant que vous allez la retrouver, hein, j'aimerais bien la connaître aussi, hein, c'est sûr, qu'elle a plein d'oncles et de tantes. On a juste un prénom, Christine, et on n'a même pas de date de naissance. Il peut y avoir en fait des Christines qui sont nées dans toute la France. Donc on est obligé, nous, d'orienter nos recherches pour essayer de gagner du temps en faisant un pari, en fait. On décide de faire une recherche là où vivait Marie-Rose, dans une commune juste à côté qui s'appelle Schiltigheim. Schiltigheim n'est qu'à quelques kilomètres de Strasbourg. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Nous sommes généalogistes, on travaille actuellement dans le cadre d'une succession. On aurait des petites recherches à faire dans votre état civil, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer ici pour les consulter. Donc là, l'enjeu, ça va être de relever toutes les Christines. Donc on va commencer par l'année 73. On va se lancer un petit peu à l'aveugle dans ces recherches-là. Là, on a une Christine le 12 octobre 1975. Là, on a une Christine du 5 mai 1973. Donc potentiellement, on peut se retrouver avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de Christine. Christine. Ouais. Mais on n'est même pas sûr qu'on va la trouver. Parce qu'avec si peu d'éléments... Ouais, c'est même pire qu'une battue. Parce qu'en fait, une battue, t'as au moins le nom de famille. Donc tu relèves tous les noms de famille, tu vois. On passe vraiment beaucoup de temps à tout relever. Et comme on s'y attendait, il y a beaucoup de Christine qui sont nées durant cette période-là dans cette ville. 139. Et donc après, il s'agit d'aller voir chaque acte de naissance. Ouais, ici, il y a une Christine. Alors, de José et d'Edith. Donc, c'était pas la bonne personne. Hollande-André et Marie-Madeleine. Ce n'est pas bon. J'ai 854. D'accord. Jérôme, ça y est. On a retrouvé Christine, fille de Marie-Rose, née le 14 octobre 1975. Effectivement, elle est reconnue, ouais. Et elle est bien reconnue par la défunte Marie-Rose. C'est la bonne. Génial. C'était assez inespéré, quoi. Et l'autre très bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas de mention de décès. Donc ça signifie que Christine est toujours en vie. On a réussi peut-être la mission impossible dans ce dossier-là. La prochaine étape, ça va être de la localiser et voir si elle est au courant du décès de sa maman.
D'ici quelques jours, les généalogistes rencontreront enfin Christine. Ils devront lui annoncer le décès de sa mère et espèrent aussi comprendre pourquoi Marie-Rose et sa fille semblaient avoir rompu tous les liens. Marine et David poursuivent leurs investigations sur les traces de Phan. Ils ont découvert qu'il était l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de l'empereur du Vietnam, Minh Mang. Et les généalogistes savent désormais que Phan avait 30 oncles et tantes. Pour les retrouver, on sait qu'on va devoir enquêter sur la famille impériale vietnamienne. Donc il faut aller sur place. Les deux généalogistes s'envolent donc à plusieurs milliers de kilomètres de la France, vers le pays qui a vu naître Phan. Nous sommes assez inquiets parce que nous n'avons que des prénoms d'oncles et tantes de Phan qui vivent toujours au Vietnam. Nous ne savons pas quelles sont les sources d'archives et s'il en existe ou pas. On a 3 jours sur place, donc il faut vraiment qu'on soit efficace et qu'on revienne avec des éléments probants. Du coup, ça doit être par là. Ah bah ça doit être là. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Pendant leur séjour, Cuyen va leur servir de guide et d'interprète. Nous avons besoin d'aide pour notre dossier. C'est un dossier très difficile pour nous parce que nous devons trouver les oncles et les tantes de Phan, mais nous avons découvert qu'ils sont 31. Au Vietnam, est-ce qu'on a accès aux archives? Pour ce dossier en particulier, ça va être compliqué parce que la guerre a détruit ou perdu beaucoup de documents. Donc ce sera très difficile de retrouver des écrits originaux. En 1955, le dernier empereur du Vietnam, Bao Dai, fuit le pays pour se réfugier en France. Car à l'époque, les Vietcong communistes chassent et tuent toutes les personnes considérées comme trop proches de l'ancien pouvoir colonial français. De nombreux membres de la famille impériale quittent le pays en même temps, de peur d'être massacrés. Le fait de ne pas avoir de documents vraiment précis sur les dates et lieux m'inquiète un peu. On se demande si on va pouvoir retrouver leurs traces et comment. Il y a peut-être une piste au musée d'histoire de Hanoï, où il y a en fait un poème écrit par l'empereur Minh Mang. Le poème est comme un arbre généalogique de la famille impériale. Super, on peut aller le voir? Oui, je pense. J'ai un contact au musée. On décide d'aller au musée de Hanoï pour consulter le fameux poème. On a une chance dans ce dossier parce que le pays a tenté de sauvegarder des objets et des informations liées à la famille impériale. On retrouve plein d'éléments concernant la famille impériale. On s'aperçoit évidemment que c'était une famille riche et puissante. Suivez-moi, c'est par ici. Dans un sous-sol, caché au fond d'une salle, se trouve l'un des plus grands trésors de la dernière dynastie impériale du pays. Lorsque enfin nous arrivons à la salle des réserves, on voit dans un bac en plastique rouge un objet. Ah oui. Et c'est un objet tout à fait incroyable qui ressemble à un trésor parce que le livre est littéralement en or massif. Donc voilà le livre d'or. On est d'accord, c'est 4 kilos d'or. C'est impressionnant. On découvre enfin le poème écrit sur ce livre d'or. Il est signé par l'empereur Minh Mang. Il y a 11 poèmes. Et parmi eux, voilà le poème dans lequel il y a écrit tous les noms des membres de la dynastie. C'était une manière à l'époque de les protéger. Donc, pour bien comprendre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le toucher. La première génération est là. Là, ce sont les miennes, puis Hong, Ung, Bu,
Vin. Chaque premier mot des vers du poème donne son nom aux générations qui vont succéder à Minh Mang. Dans la famille impériale et au Vietnam, on n'hérite pas du nom de son père, on a un nom qui est donné par ce poème. La première génération après Minh Mang, ce seront les miennes. Ensuite, il y aura les Hong, les Bu. Nous, la génération qui nous intéresse des oncles et tantes de Phan, ce seront les Bu. Donc, tous les enfants de Hung s'appelleront Bu. Je pense que vous devriez aller à Hue, la capitale de l'Empire. Vous devriez trouver plus de personnes là-bas qui seront capables de vous aider. On a un nom qui nous permet d'identifier la génération que l'on cherche, c'est-à-dire les Bu. Je dois avouer que c'est la première fois que j'ai une généalogie aussi complexe à effectuer. C'est exactement à la fois tout ce qu'on aime et tout ce qu'on redoute dans la généalogie parce que on doit plus que jamais s'adapter. Il reste 48 heures à Marine et David pour retrouver les 30 oncles et tantes de Phan. La quête va devoir se poursuivre à plusieurs centaines de kilomètres, à Hue, l'ancienne capitale impériale du pays, où ils vont bientôt faire une rencontre inespérée. À Paris, Antoine et Éléonore sont toujours à la recherche des tableaux de Marcel Monteux, ce collectionneur juif dont les œuvres ont été spoliées par les nazis. Marcel possédait plusieurs tableaux du peintre Camille Bombois. Ils auraient trouvé la trace de l'un d'entre eux aux archives de la Courneuve. Mais sur la liste de May, un autre tableau a éveillé l'intérêt d'Éléonore. L'œuvre serait actuellement dans un musée en Suisse. On va aller voir ce tableau de Bombois. De Bombois qui pourrait correspondre dans la liste à celui-ci. Donc on a seulement paysage de Bombois, rivière, environ 65 par 45. Les dimensions pourraient correspondre. Donc on n'a pas énormément d'éléments. Ce qui interpelle Éléonore, c'est que ce tableau fait partie d'une célèbre affaire qui a fait la une des journaux, l'affaire Gurlitt. C'est un trésor artistique inestimable. Ces tableaux avaient été confisqués par les nazis. 1500 dessins, croquis et tableaux des plus grands peintres du XXe siècle ont été découverts alors qu'on les croyait à jamais disparus. Hildebrand Gurlitt, c'est un marchand d'art qui a beaucoup travaillé pour Hitler. Et il y a quelques années, on découvre dans la cave de son fils, Cornelius Gurlitt, 1500 œuvres dont on présume que la plus grande partie sont des œuvres d'art spoliées. Les œuvres ont été récupérées par les autorités il y a quelques années. En attente d'être restituées, elles ont été léguées au musée d'art moderne de Berne. Quand on a étudié en bibliothèque, qu'on a essayé de comprendre sa provenance pendant des mois, et que là, on s'apprête à le voir en vrai, et c'est très excitant. Ce sera de ce côté. Et voici le tableau. Magnifique. C'est super de le voir en vrai. Donc, nous recherchons la collection de Marcel Monteux, qui a été pillée par les nazis. Et nous pensons qu'un des tableaux qui est dans la liste pourrait correspondre à ce tableau. Paysage de Bombois, rivière. Est-ce que vous avez la taille du tableau sur la liste ? 65 par 45 cm. Ah oui, ça a l'air de correspondre. C'est compliqué d'avoir des infos sur la provenance du tableau. Ce que l'on sait, c'est que lors d'une exposition pendant la guerre, les œuvres étaient présentées comme étant récentes. Donc c'est possible que ce tableau ait été peint seulement en 1944. Et la famille Monteux a été pillée en 1942. Donc ça colle pas. C'est trop tôt. Donc la seule chose qui correspond, c'est la taille du tableau. Oui, il n'y a que ça malheureusement.
Camille Bonbois a peint beaucoup de tableaux qui font la même taille. Et il a peint beaucoup de rivières, beaucoup de ponts. Donc c'est vraiment super compliqué de prouver l'origine d'une œuvre. J'ai passé énormément de temps à rechercher et je tombe toujours dans un cul-de-sac et c'est toujours très frustrant. Donc voilà, ça fait aussi partie de ce métier parfois que d'apprendre à arrêter ou à mettre en pause et passer à autre chose. En voyant le tableau, ça lève pas du tout le doute et au contraire, le doute persiste. Est-ce que vraiment ça pourrait être la bonne œuvre ? Est-ce que cette rivière de Camille Bonbois qui était spoliée au Monteux, elle pourrait correspondre à ce pont ? Mais les mois de recherche et d'acharnement pourraient bien finir par payer. Dans leur métier, les généalogistes apportent souvent bien plus qu'un héritage. Ils permettent aux héritiers de recomposer leur histoire familiale. Dans le dossier de Marie-Rose, Jérôme et Julien s'apprêtent à rencontrer celle qu'ils recherchent depuis des mois. Christine, sa fille, Je pense que ça doit être là. avec laquelle elle n'avait aucun contact. Nous l'avons localisée. Et ce qui est assez surprenant en fait dans toute cette histoire, c'est qu'elle habitait en fait juste à côté, en tout cas pas très loin, de chez sa maman. Avant d'aller la rencontrer, on prend la peine de lui téléphoner pour l'informer de cette démarche en cours et pour lui apprendre le décès de sa maman. Bien sûr, en apprenant cette nouvelle, elle est bouleversée. La vie, en fait, déjà de cette famille a été assez douloureuse. Bonjour madame, Jérôme Carlier. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Julien Attenberger. Merci de nous recevoir. De rien, entrez. Allez-y. Merci. Elle n'avait pas de contact avec sa maman, donc comment est-ce qu'elle a été élevée? Qu'est-ce qu'elle connaît de la vie de sa maman? On s'attend à une rencontre assez émouvante avec Christine. On a été mandaté par un notaire pour retrouver en fait les héritiers de votre maman qui s'appelait Marie-Rose. Et c'est comme ça en fait qu'on vous a retrouvé. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec vous. On a éventuellement une photo de votre maman. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Oh bah oui. Ouais. Ouais, ça me touche. Parce que du coup, vous n'aviez pas de relation du tout avec votre maman? Non. En fait, elle était malade. Ouais, elle a eu une enfance très difficile. Des choses atroces, en fait. Ouais. Que, effectivement, je comprends qu'après, on peut péter les plombs dans la tête. Ou après, je sais même pas exactement de quoi elle était malade, mais que c'était difficile, quoi. Je pense que tout le monde a besoin d'une maman, tout le monde a besoin d'un père. Donc, effectivement, oui, c'est un vide que j'ai encore maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Je souffre énormément d'un vide, donc voilà. Elle a été élevée par sa grand-mère paternelle et elle a été privée de tout contact avec sa maman, avec Marie-Rose, puisqu'a priori, Marie-Rose souffrait de troubles psychiatriques. Ce qu'on va faire peut-être, c'est de vous montrer le tableau en fait, avec votre famille dessus. Ça va peut-être vous intéresser de voir. Oui. Alors voilà ce qu'on a un petit peu reconstitué. On lui a retrouvé 10 frères et sœurs en tout. Donc c'était une très très grande fratrie. D'accord. Donc là, vous avez Jean-Claude qui malheureusement est décédé. Ensuite, il y a eu Christian qui est toujours en vie. Après, il y a eu donc votre maman. Ensuite, il y a eu... En échangeant avec Christine, on s'aperçoit qu'elle n'a aucune connaissance de sa famille maternelle et donc de l'existence de ses oncles et tantes. Donc voilà, il y a eu Marc. Sur 2 pages. On lui apprend finalement qu'elle a une famille. Christine, elle pensait qu'elle était toute seule. Alors là, il y a une grande famille. Vous avez une très grande famille. Donc c'est tout bénef, c'est magnifique. Vous avez des cousins et des cousines. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir combler un petit peu ce... Oui, parce que j'aimerais beaucoup, parce que c'est horrible. Ce vide, je le souhaite à personne. C'est horrible. Ouais. Vous avez fait un sacré chemin quand même. Oui, c'est sûr, presque 50 ans là. Donc la moitié de ma vie, c'est là que je découvre que j'ai une famille. Ouais. Enfin, je me dis c'est une nouvelle vie. On sent un désir en fait de Christine de rencontrer sa famille. Mais elle est à la fois, je pense, bouleversée et un peu chahutée par tout ça. Et donc elle préfère y aller... étape par étape. On lui propose de rencontrer dans un premier temps en fait Corinne,
avec laquelle on avait déjà eu des échanges pour voir un petit peu, pour prendre la température et voir comment est-ce qu'on peut avancer sur la reconstitution en fait, et les retrouvailles de cette famille. Dans quelques semaines, Christine rencontrera sa tante, la petite sœur de sa maman. Grâce à Corinne, elle pourra peut-être en savoir plus sur Marie-Rose et assembler les dernières pièces du puzzle de son enfance. La quête pour retrouver les tableaux de Marcel Monteux va connaître aujourd'hui un nouveau tournant. Après plusieurs échecs, Antoine et Éléonore viennent tout juste d'avoir une bonne nouvelle. Ce tableau de Camille Bonbois, qui n'avait pas été restitué après la guerre à cause d'une erreur de dimension, va enfin être rendu à sa famille. Au bout de plusieurs mois de recherche, on a pu localiser le tableau, qui donc n'a pas bougé. Il était toujours en Allemagne au musée de Passau. Qui eux aussi cherchaient le propriétaire de cette œuvre, qu'ils savaient spolier. Et tout de suite, le musée a dit oui. Il y a toutes les preuves qui montrent que c'est bien le bon tableau. Ce tableau, dès le début des années 50, aurait dû être restitué à la famille. Bonjour. Comment allez-vous? May, la petite fille de Marcel, qui avait repris le combat de sa grand-mère pour récupérer les tableaux, attendait ce jour depuis très longtemps. J'y crois même pas, je réalise même pas. Ma grand-mère avait entrepris ses recherches après-guerre. C'est maintenant, elle est morte à 100 ans, moi j'ai 92 ans et c'est maintenant que ça se réalise. Et à notre grande surprise, le musée nous dit aussi, on a peut-être une autre œuvre qui appartient à la famille Monteux. Et donc là, il nous envoie l'image du tableau. Et tout de suite, on comprend ce que c'est. Il est beau, hein? Ce tableau, il est très particulier parce que c'est un portrait de Jean-Paul Monteux. Jean-Paul est le père de May. C'est le seul dont je me souviens depuis mon enfance. C'est pas qu'un tableau, ce sont les souvenirs de ton enfance. Voilà, émouvant. En tant que généalogiste, c'est sans doute l'élément le plus singulier et exceptionnel de ce dossier. Il avait déjà l'air coquin. Écoutez, je vous remercie tous et je vous aime. C'est super, c'est super. Moi, je suis très, très ému et très fier de voir May à côté des tableaux de sa famille, 80 ans après. Pour les généalogistes, ce n'est qu'une première étape dans leur quête des 40 tableaux de Marcel Monteux. On ne sait pas où ils sont, on continue, on a des idées, bien sûr, des pistes, on sait que c'est possible. Et donc, ça nous donne encore plus envie de poursuivre le travail que nous avons commencé. Donc c'est aussi un message envoyé au futur que les actes issus d'antisémitisme, de haine, de racisme, les persécutions, on ne va pas oublier. On ne va pas, parce que le temps est passé, ne plus agir dessus. Qu'il y aura justice même des années après, même des décennies après. C'est très important. Dans le prochain épisode, un nouveau dossier conduira Vesna et Stéphanie en Serbie. Vous êtes bien Daniela? Sur les traces d'une famille marquée par la guerre et d'une grand-mère très mystérieuse. Je viens de trouver quelque chose. Le fils? Comment s'appelle-t-il? Au Vietnam, Marine et David, eux, vont poursuivre leur enquête sur la trace des héritiers de Phan. Il me semble qu'il est là. Mais enquêter sur la famille impériale va s'avérer être un casse-tête. Malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas la bonne branche de la famille qui nous concerne. Il m'en manque 28. Enfin, c'est une plongée dans l'histoire méconnue de la Seconde Guerre mondiale qui attend Jeanne-Marie et Julien. Et Bernard. Donc là, ça pourrait être le nôtre. Incroyable. Ouais. Ce qu'ils vont découvrir, regarde, pourrait bien bouleverser toute une famille. Je ne suis pas content de savoir, je sais. Rendez-vous pour de nouvelles aventures sur la trace des héritiers inconnus.